loin pour un autre destin, faut qu'on s'évade. On va sortir, partager, vivre avec les autres. Aller plus loin, libre demain, faut qu'on s'évade. Face à la vague qui arrive, tous perdus sur la même rive. On se relèvera, peut-être qu'on enlèvera ce qu'on a élevé aussi haut. En chacun de nous survit les espoirs d'une autre vie. On se relèvera, peut-être qu'on enlèvera ce qu'on a élevé bien trop haut. Un déséquilibre fragile, un colosse au pied fait d'argile. Au final ça ne tient qu'à un fil, les passes au péril, va falloir être habile. N'écoute pas seulement ce qui nous affole, change de partition de rôle. D'autres solutions, reprends le contrôle, reprends l'action, la parole. N'écoute pas ceux qui disent que tout est programmé, car ils ne veulent plus rien changer. Malgré ces bêtises, j'ai choisi d'espérer. Pas tant plus pour moi, c'est passé. Gardez nos rires pour nos enfants, la tête haute. Regardez au loin pour un... Watcha, pas besoin de camp pour que la musique te touche. Juste en attendant que l'on se retrouve tous. Sing it. Inquiétante, la parole de l'autre nous parle sans image, en criant l'amour des nôtres. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve dans le cadre de notre programmation Faut qu'on s'évade, qui a lieu toutes les semaines, sur le thème de l'écoféminisme. Je vais laisser Manon se présenter. Moi, je m'appelle Rosalie et je suis service civique en programmation pour Alternativa Environ. Et donc moi, c'est Manon Bru, je suis militante pour Alternativa à Environ. Et pour commencer, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, je vais d'abord rapidement vous présenter notre collectif. Donc Alternativa à Environ, c'est un collectif citoyen qui a été créé en 2014 à Lyon et qui lutte pour la justice climatique et sociale. C'est un collectif issu des mouvements nationaux Alternativa et ANV COP21 auxquels nous participons activement. Nous avons aussi un lieu autogéré qui a été créé en 2016. Il s'agit de l'Alternatibar, Maison des Alternatives, qui se situe à Lyon, dans les pentes de la Croix-Rousse. C'est un lieu qui est très important pour nous parce qu'il nous permet d'expérimenter concrètement les alternatives et qui nous sert également de base de mobilisation climat, donc, où on se réunit, on se forme et où on reçoit aussi différents acteurs et actrices de Lyon et sa région, donc par exemple comme une AMAP, et où on organise des conférences et des tables rondes. Quand on présente notre collectif, on a l'habitude de dire que l'on marche sur deux jambes, donc celle des alternatives et celle de la résistance. Concernant les alternatives, ça peut être, comme je viens de vous le dire, via notre lieu, l'Alternatibar, ou par exemple, par l'organisation de villages des alternatives dans lesquels on présente les alternatives déjà existantes au système actuel. La deuxième jambe, c'est celle de la résistance. Elle est très concrètement organisée par l'application de stratégies non violentes, de mobilisation de masse ou des actions de désobéissance civile. En ce moment, compte tenu des conditions sanitaires, on ne peut pas tenir de table ronde dans notre lieu, donc à l'Alternatibar, mais nous tenons donc à poursuivre notre programmation engagée en ligne, donc avec ce cycle qu'on a appelé Faut qu'on s'évade, comme ce soir avec cette table ronde autour de l'écoféminisme. Et donc, on propose ce soir un contenu sur l'écoféminisme parce que Alternativa, en fait, pense la lutte écologique, pense les luttes sociales comme partie intégrante de la lutte écologique. Et à l'occasion de parler de féminisme et à l'occasion du lendemain du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, on s'intéresse particulièrement à l'écoféminisme d'un point de vue donc anticapitaliste et décolonial.
Je vais vous laisser vous présenter, Céline et Solène. Si tu veux commencer, Céline. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci de me recevoir. Je suis Céline Baltide. Je suis éducatrice en santé en Ayurveda et puis je suis également directrice d'un tiers-lieu culturel en Martinique et je suis aussi militante anticolonialiste en Martinique. Et moi, je m'appelle Solène Ducréto, je suis de Paris et je suis journaliste réalisatrice spécialisée dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, je travaille beaucoup avec les associations, les startups sociales, les ONG, à les aider à mieux communiquer sur leurs actions de terrain. Et en parallèle, je suis cofondatrice du collectif Les Engraineuses, qui est un collectif écoféministe, qui a été le premier en fait à organiser un festival écoféministe en France qui s'appelle Après la pluie. Et je suis aussi directrice d'ouvrage du livre Après la pluie, Horizon écoféministe, sorti aux éditions Tana l'année dernière et dont on pourra parler tout à l'heure, parce que c'est un livre qui vise à dresser le paysage de l'écoféminisme en France. Merci pour votre présentation. Moi, je vais vous présenter la structure de cette table ronde. Donc, dans une première partie, on va surtout parler des bases de l'écoféminisme, donc surtout avec Solène notamment. Mais Céline, si tu veux interagir, vraiment sens-toi libre de nous apporter aussi ta vision des choses. Et dans un second temps, on abordera un écoféminisme décolonial avec un exemple plus concret, le chlordécone dans les Antilles, parce qu'on a justement une experte avec nous. Donc, tout d'abord, je voudrais savoir, toutes les deux, qu'est-ce que signifie pour vous être écoféministe? Je peux peut-être commencer et puis tu pourras rajouter si tu veux des choses après. Être écoféministe, c'est déjà, d'un point de vue très simple, traiter de façon conjointe les questions liées à l'écologie et au féminisme. Et en creusant un peu la question, en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on appelle le système d'oppression patriarcale agit de la même façon que ce soit sur les femmes ou sur la nature. Ce système d'oppression patriarcale, c'est quelque chose qu'on connaît toutes et tous. C'est ce fameux petit schéma de la pyramide où il y aurait un patron tout puissant tout en haut de la pyramide qui serait prêt à faire n'importe quoi pour rester à sa place, quitte à écraser tout le monde en dessous. Donc on prend cet exemple-là parce qu'avec l'écoféminisme, justement, on va venir donner un coup de pied dans la fourmilière et essayer de repenser notre société vraiment dans sa globalité pour construire tout simplement un modèle qui soit beaucoup plus circulaire, qui soit vraiment plus sous la forme d'un cercle où il n'y aurait pas de patron tout puissant et où tout serait interconnecté, pour faire simple. De mon côté, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que pour moi, l'écoféminisme, ça lie vraiment les questions relatives aux luttes écologiques et aux luttes sociales, notamment pour les droits des femmes. Et je pense que ça, même si je ne me définis pas forcément comme écoféministe, c'est quelque chose qui retentit vraiment très fort dans ce que moi aussi je prône et dans toutes les questions qui me tiennent à cœur. Donc, j'ai participé notamment à l'ouvrage des Engraineuses après la pluie. Pour rajouter aussi, peut-être pour faire le lien aussi avec cette table ronde, en fait, ce qu'on observe au travers de ce fameux système d'oppression patriarcale, c'est que c'est vraiment ça qui va venir créer des nœuds dans notre société. Et c'est sur ça qu'on va venir travailler en priorité avec l'écoféminisme, parce que au final, ce système, il vient poser problème sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, il vient poser problème sur les questions liées à l'écologie, mais au final, c'est aussi ce même problème-là qui vient causer le racisme, les problèmes liés au capitalisme, à l'homophobie, au spécisme et à tout ce qui va derrière. Donc en fait, en venant essayer de trouver des solutions pour éradiquer ce système d'oppression patriarcale, en tirant le fil plus loin, on va venir aussi agir sur tous ces sujets-là et c'est ça qu'il y a d'intéressant. Ok, merci beaucoup. Et alors, d'où vient le concept d'écoféminisme?
L'écoféminisme, c'est un mouvement qui a eu son apogée dans les années 70-80, surtout dans les pays anglo-saxons, et qui est venu surtout de la société civile. En fait, ce sont énormément de femmes qui se sont mobilisées pour aller militer contre l'ouverture de centrales nucléaires, pour la fin de la guerre au Vietnam. Voilà, et en fait, elles se sont retrouvées toutes ensemble, souvent avec leur statut de mère aussi, parce que c'est souvent avec ce sujet principal-là de la peur du legs aux générations futures, qui a motivé ces personnes-là pour porter cette idéologie. Et en fait, ça n'a pas du tout pris en France à ce moment-là, parce que nous, on était en plein dans notre lutte pour avoir droit à l'avortement, pour avoir le droit à la contraception. Et du coup, l'écoféminisme, ça nous paraissait un peu anecdotique. Donc, ça n'a pas du tout pris en France. Pour autant, la première personne à avoir conceptualisé ce mouvement-là, ça a été une Française qui s'appelle Françoise d'Aubonne et qui a écrit énormément d'ouvrages dessus, dont le plus connu qui est Le féminisme ou la mort, et voilà, et qui a été la première en fait à écrire sur le concept même d'écoféminisme. Après, je ne sais pas si on développe plus que ça, parce qu'il y a énormément d'autres modèles, parce que des ADN, quelque chose qui fait partie vraiment de l'ADN de l'écoféminisme, c'est que c'est un mouvement qui s'est développé aussi un peu partout dans le monde, sans vraiment de concertation, parce que là, au final, on se rend compte que la plupart des écoféministes ont mené des actions sans forcément se revendiquer écoféministes, parce que tout simplement ne sachant pas ce qu'était le mouvement ou n'en ayant pas entendu parler. On a par exemple Wangari Maathai qui nous vient du Kenya et qui, elle, est vraiment une des figures phares de l'écoféminisme, parce qu'elle s'est rendue compte à son époque, dans les années 80, que son président de l'époque vendait illégalement les forêts de son pays, qui étaient des forêts publiques, et qui les rendait bien sûr à des industriels qui ensuite faisaient des énormes coupes à blanc sur toute une région de ces arbres-là, et ce qui a entraîné énormément de dégâts écologiques. Parce que les arbres coupés égale en période de sécheresse, plus du tout d'eau, parce que les racines ne peuvent plus pomper l'eau dans la terre, et qu'en période de saison des pluies, éboulement de terrain et inondations, parce que les racines ne tiennent plus la terre. Et Wangari Maathai, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mobilisé les femmes de cette région-là pour mener une campagne de reforestation et pour essayer de préserver les arbres qui restaient. Parce que d'un point de vue social, ce qu'on a pu observer aussi, c'est que suite aux dégâts écologiques dus à la coupe à blanc des arbres, les hommes des villages se sont retrouvés en grosse difficulté, avec plus aucune possibilité de mener une agriculture qui puisse permettre de subvenir aux besoins de la famille, donc besoin d'aller chercher du travail en ville, donc de quitter les villages et de laisser femmes et enfants seuls dans les maisons, en proie aux mercenaires et aux guerres intervillages. Et c'est notamment pour ça que Wangari Maathai a pris vraiment le problème à bras-le-corps, et c'est le cas de le dire, et qu'elle a mobilisé toutes ces femmes-là pour mettre en place cette reforestation qui, en à peine quelques années, a permis de remettre en route tout l'écosystème, à la fois écologique et à la fois de sa société à elle, dans la région où elle est. Ok, merci pour cette définition vraiment très complète, qui est très intéressante d'ailleurs, et qui montre un peu la complexité de ce mouvement. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit juste avant, justement, par rapport à l'antispécisme, étant donné que le féminisme et l'antispécisme ont en commun la volonté de déconstruire un système millénaire et institutionnalisé. Du coup, est-ce que l'écoféminisme est-il nécessairement, par exemple, végétarien ? Alors, il est, si on se rapproche de la branche, on va dire un peu plus radicale, oui. Enfin, pas forcément radicale d'ailleurs, mais c'est vrai que quand on est écoféministe, en fait, l'écoféminisme, il y a tellement de branches différentes que
c'est un peu comme l'écologie, ça voudrait dire en fait prendre en charge vraiment tellement de choses que certaines s'en sentent capables, d'autres un peu moins. Il y a des systèmes de déconstruction aussi qui sont vraiment énormes à mettre en place, parce que l'écoféminisme, ça vise vraiment à repenser notre société dans sa globalité. Donc, c'est un peu en fonction de ce que chacune arrive au quotidien à mettre en place. Et si on a réussi à atteindre ce stade-là de prise de conscience et de mise en place au quotidien de petites choses qui font changer grandement l'écologie, eh bien oui. En tout cas, c'est clair que ça fait partie des piliers de l'écoféminisme, parce que puisque l'objectif c'est de travailler sur ces systèmes d'oppression, et bien effectivement, au final, le système d'oppression sur les animaux, on le connaît assez bien pour se dire qu'il serait temps qu'on passe à un autre système, à minima sur du bien-être animal et de l'agriculture raisonnée. Et si on va encore plus loin, carrément mettre en place un système d'alimentation qui soit à base de protéines différentes, tout simplement. Céline pourra nous en parler d'ailleurs un petit peu après. Donc oui, le spécisme fait partie d'un des piliers de l'écoféminisme. Après, faut pas comment dire, voilà, les degrés de déconstruction de chacune ne visent pas à mettre en une espèce de charge mentale supplémentaire. On espère qu'on y arrivera pour la grosse majorité le plus rapidement possible. Et alors, tu as commencé à un peu l'aborder tout à l'heure, alors que l'écoféminisme a été inventé par une Française, Françoise de Beaune. euh, Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont fait que ça n'a pas autant marché en France qu'aux États-Unis, par exemple? En tout cas, avant aujourd'hui. La grosse interrogation qu'il y avait à l'époque sur l'écoféminisme, c'était la question de l'essentialisme. Parce que puisque nous, on était en plein sur la demande de la contraception et de l'IVG, une des critiques qui était faite, c'était que l'écoféminisme serait essentialiste. Ce qui n'est fondamentalement pas. Après, il y a des dérives dans chaque mouvement, mais là, pour la grosse majorité, en fait, on se rend compte que c'est complètement anecdotique et c'est vraiment un cliché qu'on se met quand on ne connaît pas du tout le mouvement. Pour rappeler un peu l'essentialisme, c'est le fait de faire des raccourcis du type les femmes sont naturellement douces et gentilles, donc elles sont plus voilà, parce qu'elles portent la maternité, elles se rapprochent à la terre nourricière, donc femme égale nature. Donc ça, c'est une première chose, et c'est aussi déjà à propos de ça, une des premières choses avec l'écoféminisme qu'on vise à revaloriser, ce sont ces fameuses valeurs qui sont assignées dans notre société aujourd'hui aux femmes, alors qu'elles ne sont pas, c'est pas des attributs féminins, quoi. C'est pas que les femmes ne sont pas naturellement plus proches de la nature ou plus capables de prendre soin des autres et donc de prendre soin de la nature. L'idée, c'est de, pour autant, revaloriser toutes ces valeurs-là pour tout simplement que tout le monde puisse se les approprier et que ce soit plus juste simplement les attributs assignés aux femmes, mais que ce soit quelque chose qui soit pris en charge par notre société dans sa globalité, pour qu'on puisse ensuite mettre en place des processus de guérison générale, en fait, de la Terre, des humains, et que les hommes puissent s'emparer aussi de ces sujets-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des réticences des féministes et des écologistes vis-à-vis de l'écoféminisme, de par la dimension un peu religieuse, sacrée, portée par certains groupes qui se définissent écoféministes, par exemple le culte de la terre, la déesse mère sacrée, etc. Est-ce que justement, c'est cette dimension un peu plus... moins terre à terre, en tout cas, est-ce que ce n'est pas aussi ça qui fait que peut-être l'écoféminisme est encore un peu mal accepté par le grand public?
Ouais, en fait, c'est la branche spirituelle de l'écoféminisme qui ressemble un peu à ça. Je pense que ça dénote aussi d'un problème dans notre société qui est qu'on s'est complètement déconnecté de nos émotions. Et ça explique pourquoi on en arrive au fait qu'on est capable d'appuyer sur un bouton et d'envoyer une bombe à l'autre bout du monde. Au travers de la branche spirituelle de l'écoféminisme, on vise justement à mettre en place une espèce de reconnexion cœur, corps, esprit, pour se réapproprier aussi nos émotions, parce que c'est aussi en se coupant de notre empathie qu'on arrive à ce fameux système de la pyramide et à détruire autant la nature que les femmes et les humains derrière. Donc cette branche de l'écoféminisme, elle vise à remettre un peu de spiritualité dans notre monde et à se reconnecter au vivant dans sa globalité. Et c'est plutôt ça qu'il faut prendre en compte et sur lequel il faut réfléchir, et que je trouve aussi intéressant, parce que c'est vrai que c'est toujours plus chouette de remettre un peu de magie dans nos vies, de remettre aussi un petit peu de rituel, vivre dans l'instant présent. Et c'est pareil, Céline pourra en parler un petit peu après, parce que c'est sa spécialité. Et cette branche spirituelle, elle a plein de choses en fait encore à donner au monde. Et j'ai hâte qu'on puisse développer ça et que ça puisse être pris en compte par le grand public, parce qu'il y a plein de choses qui sont vraiment chouettes à prendre. Si je peux peut-être compléter justement ce que disait Solène, c'est vrai que cette partie plus spirituelle, Solène, tu parlais des émotions, en fait, on a beaucoup attribué justement cette part de l'humain au féminin, et donc on l'a dévalorisée en l'opposant à la rationalité. Et donc, elle peut effrayer du coup des personnes qui sont complètement acquises au fonctionnement actuel de la société, et notamment au capitalisme qui veut que en fait, nos émotions nous appartiennent et qu'on n'a finalement pas à les partager. Et par ailleurs, cette spiritualité qu'on peut retrouver dans certains mouvements écoféministes, même je pense dans la plupart quand même des mouvements écoféministes, c'est aussi peut-être à voir en parallèle avec cette société capitaliste, euro-chrétienne, qui a pris en fait de façon tentaculaire, qui a colonisé le reste du monde et qui a complètement étouffé les spiritualités locales, autochtones, qui étaient justement souvent des spiritualités très liées à la terre, très liées aux éléments, au divin présent en tout. Et aujourd'hui, ça peut déranger finalement une société qui, elle, s'est construite sur le développement de religions avec un Dieu unique, masculin, tout-puissant, qui correspond aussi à ce système finalement triangulaire, cette pyramide capitaliste dont tu parlais, Solène. Et c'est vrai que, en fait, ce retour de la spiritualité, c'est aussi une façon de repenser la société, de repenser notre lien au monde, de repenser notre lien entre nous. Et peut-être que justement, retrouver ce lien, c'est aussi se sentir complètement engagé dans la prise en compte du monde et dans l'écologie, puisqu'on fait partie du coup de cet environnement. Si je peux me permettre aussi, il y a, à propos de cette spiritualité, c'est vrai que dans l'écoféminisme, il y a aussi tout un mouvement qui se développe autour des sorcières, et qui peut paraître à première vue un peu farfelu. Pour autant, c'est une espèce de revendication hyper féministe, parce que l'idée, c'est de se réattribuer l'héritage des sorcières qui ont été brûlées il y a quelques centaines d'années, et tout simplement de se réapproprier tout ce ces voix-là, et puis leur méthode de l'époque, parce qu'en fait, il y a énormément de ces femmes-là qui se sont faites brûler tout simplement parce qu'elles ont osé porter la voix, osé faire des choses qui ne leur étaient pas forcément autorisées à l'époque, et ou aussi parce que une grosse partie d'entre elles étaient tout simplement des guérisseuses,
Et d'un point de vue historique, à un moment, ça a commencé un peu à titiller l'Église parce que les populations locales allaient voir la guérisseuse pour aller se faire soigner plutôt que l'Église. Et il y a énormément de décrets qui sont sortis interdisant les femmes d'exercer la médecine, interdisant les femmes d'accéder aux études de médecine pendant longtemps, et c'est ce qui a causé beaucoup de problèmes, et notamment autour de la question de la maternité, parce que les hommes qui n'ont jamais eu pendant des centaines d'années à gérer les naissances se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir mettre au monde des enfants alors qu'ils n'avaient jamais fait, ce qui a entraîné énormément de mortes. Bon, bref, c'est un autre sujet. Et voilà, et donc se réapproprier cet héritage-là des sorcières, c'est porter ces voix de ces femmes-là de cette époque-là, et puis aussi se réapproprier les techniques ancestrales de guérir avec les plantes, faire attention à ce qu'on mange pour pouvoir avoir une meilleure santé. Encore une fois, Céline pourra en reparler tout à l'heure parce que c'est sa spécialité, mais voilà, en fait, il y a aussi tout un héritage qui est fondamentalement féministe et que je trouve hyper intéressant d'aller creuser aussi au travers de ce mouvement-là. Moi, ça me fait penser à Starhawk quand tu dis ça, évidemment, parce que c'est une des pionnières qui est justement militante écoféministe et qui aujourd'hui propose des ateliers de permaculture, toute son activité, toute l'activité de sa structure, et aussi dans repenser complètement la société, proposer des alternatives à la vie telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Donc c'est hyper important, et cette notion aussi de revenir dans cette capacité à se guérir, à se soigner, pour moi, par exemple, c'est très, très important parce qu'en tant que personne afrodescendante, en fait, il faut savoir qu'en 1685, il y a un code qui a été établi par la France pour pouvoir réglementer justement la vie dans les colonies et notamment l'esclavage. Et en 1685, il était fait mention dans ce code qu'il était interdit aux personnes de couleur d'exercer dans la médecine, de faire usage des plantes, de se soigner avec les plantes, parce qu'il y avait une peur panique en fait des colons d'être empoisonnés. Donc en 1685 et jusqu'à très récemment, cette loi, elle existait, même si elle n'était plus utilisée, même si elle était tombée en désuétude, elle était encore quelque part dans nos lois. Et ça fait aussi écho finalement à l'interdiction de l'herboristerie pendant la période de Vichy. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu nous dire. Je voudrais juste revenir sur un peu plus tôt, Solène, tu as parlé notamment de l'essentialisme qu'on reproche souvent à l'écoféminisme. Est-ce que tu ou vous considérez que l'écoféminisme est assez inclusif et que des personnes non binaires ou trans peuvent se retrouver dans l'écoféminisme? Eh bien, effectivement, encore une fois, puisque l'objectif de l'écoféminisme, c'est de venir éradiquer les systèmes d'oppression, en fait, il se trouve que l'hétéronormativité fait partie de ces systèmes d'oppression-là. Donc, l'idée, c'est de sortir de ce système de genre et puis tout simplement de se dire que peu importe de la façon dont on se définit, tout le monde, en fait, a sa place dans ce mouvement-là. Et voilà, parce qu'effectivement, parmi les schématypes de l'essentialisme, il y aurait ce fameux sujet qui dirait que les femmes et les hommes sont complémentaires. Effectivement, l'homme est fort, c'est lui qui est vraiment l'énergie yang, et les femmes seraient plutôt les énergies douces, dans plutôt la passivité, l'amour, voilà. Et l'objectif, c'est de casser cette dualité et de se dire que, en fait, non, on repart sur notre système circulaire.
on peut être ce qu'on veut, on a envie, enfin, on peut être ce qu'on a envie d'être. Et l'idée, c'est vraiment de pas diviser, mais plutôt de rassembler, en fait, tout simplement au travers de l'écoféminisme. Ouais, de se dire en fait que ces énergies, elles sont disponibles pour tout le monde et chacun peut taper dedans quand il en a besoin, et que justement ce yang des femmes guerrières, des militantes, il est là, et qu'inversement les hommes peuvent aller chercher dans leur ring pour aller justement être plus en contact avec leur sensibilité, et que en réalité on peut même ne pas se définir. Et là, moi je pense le mouvement anticolonialiste et même décolonial, il est aussi dans cette idée de laisser tomber ces structures qui nous ont été imposées, et notamment la structure hétéronormative qui va avec le capitalisme, qui va avec l'esclavagisme tel qu'il s'est développé, la domination, l'impérialisme européen, et l'impérialisme aussi religieux. Donc c'est vrai que l'écoféminisme, je pense, et les principes décoloniaux peuvent se rejoindre dans bien des endroits. Si on peut reprendre un exemple tout simple aussi que tout le monde connaît, c'est en fait l'idée, c'est simple, c'est de sortir de ce monde qui est régi par un homme blanc d'un certain âge, d'un certain niveau social, et puis souvent avec une origine chrétienne très, très ancrée dedans, quoi. Voilà, l'idée, c'est de sortir de ça, en fait, et puis de promouvoir tout simplement la diversité, enfin, toutes les diversités, quelles qu'elles soient. D'accord. Juste, tout à l'heure, tu l'as dit, Solène, il y a différents écoféminismes. Au même titre qu'en fait, il y a des discords dans le féminisme, notamment par rapport à l'inclusion de toutes et tous. Donc là, on vient de voir ce que vous avez dit, que a priori, le mouvement écoféministe était plutôt inclusif. Mais du coup, vu qu'il y a plusieurs écoféminismes, est-ce que vous sauriez me dire un peu, peut-être les principaux, quels écoféminismes en fait on peut retrouver à l'intérieur de ce grand mot qu'est écoféminisme? Oui, alors encore une fois, il y a plein d'études qui disent un peu plein de choses à la fois. Donc, il n'y a pas de règle, c'est pas gravé dans le marbre. Mais si on doit schématiser pour faire simple, il y a ce qu'on appelle la branche matérialiste, qui, elle, va vraiment traiter des choses pratico-pratiques du quotidien, c'est-à-dire la question fondamentale des droits des femmes face au changement climatique, par exemple. Et donc, tout ça, ça va prendre en compte, par exemple, le travail de toutes les associations et les ONG de terrain qui travaillent dessus, notamment l'ONG CARE qui fait des choses vraiment géniales à ce niveau-là. Et en fait, ça va prendre toute cette partie-là de l'écoféminisme, va essayer de venir agir sur le fait que les femmes sont les premières victimes de toutes les crises, quelles qu'elles soient, partout dans le monde. C'est toujours la même chose. La crise écologique, c'est bien évidemment notre cœur de combat, et c'est pour ça aussi qu'on va venir agir dessus. Pour donner un exemple typique, les femmes subsahariennes vont devoir marcher toujours plus loin pour aller chercher l'eau et le bois de chauffage. Il y a aussi le fait que les femmes sont ont plus de risques de mourir tout simplement quand il y a des catastrophes naturelles. Une des raisons pour ça, c'est notamment que la plupart ne savent pas nager dans encore plein de pays, ou alors tout simplement qu'elles ne vont pas à l'école et que du coup elles n'ont pas été éduquées à décrypter les différents signaux d'une catastrophe qui pourrait arriver comme un tsunami, ce qui fait qu'elles se retrouvent en fait les premières victimes à chaque fois. Donc voilà, la branche matérialiste va venir travailler là-dessus, sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur le terrain pour aider sur cette question d'égalité entre les femmes et les hommes. Et ensuite, on a cette branche spirituelle dont on a parlé tout à l'heure, qui, elle, vise à travailler sur cette reconnexion au vivant. Donc aux vivants nous-mêmes et aux vivants qui nous entourent. Parce qu'en fait, nous sommes
tous et toutes le vivant. Bon, ça, c'est un autre débat, mais voilà, l'idée de travailler sur se réapproprier nos émotions et comment on peut aussi se guérir soi-même pour mieux guérir la planète. Il y a plein de sujets autour de ça. Il y a plein de techniques aussi qui sont mises en place et qui sont vraiment pratiques et concrètes. C'est pas que des choses farfelues. Voilà, quoi. Il y a énormément de choses, notamment au travers du travail de Joanna Macy, par exemple, qui donne plein d'outils pour mettre en place cette fameuse reconnexion au vivant au travers d'ateliers collectifs, parce que souvent au travers de l'écoféminisme, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, ce travail collectif, et voilà, sortir de son individualité pour pouvoir mettre en place des actions sur le long terme et qui soient plus efficaces. Voilà, donc il y a vraiment ces deux grandes branches. Après, il y a des sous-branches, mais là, on part sur une étude universitaire un peu plus poussée. Les travaux de Jeanne Burgard-Gouttal, si vous voulez creuser la question, sont passionnants pour ça. Et il y a plein de choses déjà décrites dessus. Et alors, quelles que soient les branches et les outils pour combattre tout ce que tu as mentionné, Solène, est-ce que on peut se poser la question de pourquoi, encore une fois, c'est encore les femmes qui vont devoir avoir cette charge émotionnelle et matérielle? C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, ça, cette question de la charge mentale pour les femmes, la charge écologique qui vient encore une fois s'ajouter sur nos épaules. C'est une vraie question. Il y a des choses qui sont mises en place et qui prouvent qu'on peut quand même réussir à sortir de ce schéma-là. L'exemple qui est le plus probant pour moi, c'est en Islande, où les politiques locales ont réussi à mettre en place le congé paternité de longue durée, ce qui fait que les papas peuvent passer tout simplement plus de temps avec leurs enfants quand le bébé vient de naître. Et ce simple fait montre que les pères arrivent à ce moment-là à avoir une prise de conscience écologique qui est beaucoup plus profonde que quand il peut passer qu'une seule semaine avec leur enfant. Et cette prise de conscience écologique va effectivement faire qu'ils vont se poser beaucoup plus de questions sur la nourriture, comment nourrir l'enfant, sur les produits utilisés, les produits ménagers, est-ce qu'ils sont toxiques ou pas, sur voilà, toute la question des charges mentales qu'on connaît, les déchets, les 20 000 couches qu'on doit jeter pour l'hygiène de l'enfant. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que grâce à ce congé paternité, sur le long terme, les hommes prenaient par la suite en charge quasiment équitablement cette question de la charge mentale. Donc, ça montre bien qu'au travers d'une prise de décision politique, on peut arriver à des choses concrètes sur le terrain. Après, il y a aussi une autre chose à prendre en compte, c'est que pour certaines femmes, se mettre en action pour lutter pour leur droit à l'égalité et pour sauver l'environnement, ou en tout cas faire leur part, ça peut être aussi une source de libération. Même s'il y a une charge mentale en plus, derrière, ça peut apporter des choses qui sont hyper positives pour elles. C'est notamment ce qu'explique Fatima Ouassak, parce qu'elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mobilisé les maires de son quartier à Bagnolet, en région parisienne, pour faire pression sur les cantines de son quartier, parce que en fait, elle s'est rendue compte que les cantines ne proposaient aucune alternative végétarienne pendant les repas scolaires, et donc elle a fait pression pour avoir à minima une fois par semaine un repas végétarien. C'est d'actualité, hein. Enfin, c'était passé il y a un moment, mais du coup c'est d'actualité avec tout ce qui se passe avec le Covid, et elle a mobilisé toutes les mères de son quartier pour le faire, parce qu'il se trouve qu'en fait encore aujourd'hui
aujourd'hui, tous les parents d'élèves, aux 3/4, ce sont encore des femmes qui prennent ce rôle-là en charge. Donc, elle a mobilisé les mères et les parenteux d'élèves pour faire pression sur les cantines et ça a fonctionné. Elles ont réussi à mettre en place un repas végétarien par semaine dans les cantines. Et ça permet à la fois évidemment d'agir sur la question de la consommation de viande, donc le fameux spécisme dont on parlait tout à l'heure. Ça permet aussi de faire baisser le coût des cantines parce que effectivement les repas végétariens, en fait, ça coûte moins cher. Donc d'un point de vue social, c'est aussi intelligent. Et puis bien sûr, d'un point de vue de santé, on ne peut plus recommander de manger un peu plus de légumes. Donc voilà, et elle expliquait que au travers de cette action-là concrète écoféministe, ces mères-là se sont retrouvées avec une force et un espèce de rôle politique qu'elles n'avaient pas avant et qui a été libérateur pour elles. Et elles se sont de nouveau senties capables de faire plein de choses et avec une reconnaissance dont elles manquent cruellement, d'autant plus dans ces quartiers-là. Ok, donc on va un peu passer à la deuxième partie maintenant. Avec tous les exemples que vous avez donnés, on se rend compte que les femmes, elles prennent une place importante donc, dans la lutte écologique. Solène, tu as parlé de Vandana Shiva, donc, en Inde, qui développe un mouvement nommé Chipko, regroupant des femmes qui s'opposent à la coupe d'hectares entiers de forêt. Tu as aussi parlé de Wangari Maathai, donc au Kenya avec le Green Belt Movement. Nous, on voulait aussi parler rapidement de Ruth Buendia au Pérou, qui est la présidente d'une organisation représentant le peuple Ashaninka qui lutte et se bat pour défendre les indigènes. Et donc, en fait, ce soir, nous, on va particulièrement s'intéresser à la lutte contre l'empoisonnement au chlordécone des terres martiniquaises. Et à partir de cet exemple, nous allons envisager l'écoféminisme d'un point de vue décolonial. Donc, pour commencer, Céline, qu'est-ce que le chlordécone et à quelle période les Antilles ont-elles été empoisonnées par cette molécule ? Alors, le chlordécone, c'est un pesticide, donc un organochloré, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de... C'est une molécule composée de carbone et de chlore qui a été utilisée, en fait, sa création, la découverte de la molécule date de 1950. Donc, c'est quand même un produit qui est très récent et qui a commencé à être utilisé aux Antilles à la fin des années 60. En 1968 en test. Ce produit, il a été introduit parce qu'on est une terre de production, en fait. L'histoire des Antilles fait que quand les Européens se sont installés en 1632, très rapidement, l'idée était d'en faire un espace pour produire de la valeur et notamment des aliments ou des produits, ensuite des matières premières qui seraient ensuite renvoyées en Europe pour être vendus. Donc, je parle du cacao, du tabac, du coton au départ. Et puis, à un moment, ça a été plus que la canne à sucre. Et puis, plus récemment, la banane. Et donc, notre histoire s'est continuée avec ces monocultures que sont aujourd'hui majoritairement la banane et la canne en Martinique et en Guadeloupe. Et la difficulté de maintenir une monoculture, c'est que c'est quelque chose qui est très vulnérable aux prédateurs et aux parasites. Et donc, il a fallu, à un moment, il s'est développé un parasite qui s'appelle le charançon du bananier. Et les producteurs ont choisi d'utiliser un pesticide qui s'appelle le chlordécone, qui leur semblait être la solution miracle. Le problème, c'est que quand même, dès 1963, on savait que ce produit était toxique. Ça avait été prouvé par des études sur les animaux et que ça n'a pas empêché, en fait, la même année de faire un premier usage au Cameroun, donc toujours par les sociétés coloniales commerciales. Donc même si on n'est plus officiellement sous cette ère de la colonisation, on a encore ce fonctionnement colonial où c'était des sociétés marchandes européennes et notamment françaises qui exploitaient en fait ces terres et qui importaient la banane derrière en Europe.
Donc, le chlordécone a été utilisé jusqu'en 1993 aux Antilles, sachant que ça a été dès 63, on savait qu'il était toxique. L'autorisation de vente et de distribution, elle vient en 72. En 73, aux États-Unis, il y a une première alerte environnementale puisqu'il y a une usine à Hopewell qui produisait ce chlordécone. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas chlordécone, ça s'appelait, je crois, Kepone. Donc Kepone, Curlone, chlordécone, c'est la même molécule. Donc en 73 à Hopewell, il y a déjà des alertes sur l'environnement, sur les ouvriers qui produisent le Kepone. En 75, la crise est si grave qu'en fait les ouvriers sont tous empoisonnés par ce produit. Ça, on arrivera jusqu'à interdire la pêche dans les rivières d'Hopewell, mettre en place très rapidement des processus de dépollution. En 75, l'usine ferme et en 80, il y a une interdiction de production et de vente carrément aux États-Unis. Mais aux Antilles, on continue. En 1974, il y a des grèves ouvrières qui dénoncent déjà, parmi les 11 points des ouvriers, il y a l'arrêt de l'utilisation de ce produit. Eux ont réalisé qu'ils étaient malades, que le produit leur faisait du mal. Et ces grèves de février 74, on arrivera quand même à leur répression dans le sang, puisqu'il y aura des ouvriers qui vont mourir. En 74, l'INRA prouve que c'est un produit toxique. En 78, il est classé cancérogène possible. Mais en 81, il y a une nouvelle homologation qui permet de continuer à le distribuer, à l'utiliser aux Antilles. Et en 90, quand la France l'interdit sur son territoire, il y a des dérogations qui sont accordées pour les Antilles jusqu'en 93. Donc il faut savoir que jusqu'à la fin des années 90, et on suppose que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des stocks de chlordécone qui existent en Martinique et en Guadeloupe, soit qui ont été enterrés, soit qui sont cachés. En 98, on réalise que ce sont les eaux de captage, donc les eaux de boisson dites potables, qui sont en fait polluées par le chlordécone. Donc, on a consommé pendant presque 10 ans, sans le savoir, du chlordécone dans l'eau. On a, depuis 2006, des associations qui ont déposé des plaintes pour empoisonnement. Donc, ça s'est fait en 2006 en Guadeloupe, en 2007 en Martinique. Depuis, en fait, il n'y a pas eu de retour en fait de ces procédures, si ce n'est qu'aujourd'hui, on nous annonce qu'il y aura peut-être un non-lieu parce qu'il y aurait prescription. Donc, prescription quand même d'un empoisonnement qui se poursuit, puisque aujourd'hui, plus de 90% de la population en Martinique et en Guadeloupe est empoisonnée au chlordécone, c'est-à-dire qu'on retrouve du chlordécone dans notre sang. On le retrouve dans les cordons ombilicaux des bébés. Ça provoque des maladies très graves. Donc, pour les hommes, on a beaucoup parlé de nos taux records de cancer de la prostate. Pour les femmes, ce sont des cancers du sein, mais aussi des maladies gynécologiques, parce qu'en fait, le chlordécone, c'est un produit qui se stocke dans la graisse et c'est un perturbateur endocrinien très puissant. Et il faut savoir que certes, il y a le chlordécone, mais en fait, aux Antilles, ce sont des cocktails de pesticides qui ont été utilisés et qui sont encore utilisés. Très récemment, il y a une étude qui a montré que l'usage du glyphosate, qui est toujours en cours, notamment dans les bananeraies, relâcherait en fait du chlordécone à nouveau dans la nature, c'est-à-dire que le chlordécone qui normalement est stocké en profondeur dans les sols, avec l'usage du glyphosate, il se relâcherait à nouveau en surface et donc repasserait à nouveau dans les eaux pluviales jusqu'à la mer. Et ça veut dire que derrière, en fait, c'est tout ce qui est planté, mais aussi tous les animaux, les poissons qui sont en fait touchés par cette pollution et qui sont intoxiqués. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question. Oui, bien sûr. Et oui, donc, de ce que tu as dit, on remarque donc qu'en fait, il y avait des études qui avaient été faites sur les animaux, qu'on savait dès le début que le chlordécone était toxique.
donc pour l'environnement, tant pour les eaux, les terres et les humains. Et que pour autant, en 1968, on a fait des tests aux Antilles euh, jusqu'à 1993, qu'il y a eu des grèves ouvrières en 74 qui ont commencé. Et que parallèlement à ça, en 78, on arrête le chlordécone aux États-Unis, mais qu'on obtient des dérogations pour la continuité du chlordécone aux Antilles. Qu'est-ce que l'empoisonnement des terres martiniquaises et guadeloupéennes traduisent du rapport de la France hexagonale au territoire d'outre-mer? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, on est dans un système colonial qui s'est poursuivi. C'est-à-dire que même si en 1946, on a été défini comme département français, la réalité, c'est que la domination coloniale et le développement d'une économie de plantation telle qu'elle s'est faite depuis 1632, ça se poursuit encore aujourd'hui. Donc, ce sont les gros producteurs de bananes, ce sont souvent des descendants de colons qui ont toujours les plus grosses parties des terres agricoles. C'est également via leur structure, via leur association, leur lobby, que ces autorisations ont pu être négociées, que ces prolongations ont pu être négociées avec l'État. Donc l'État et ces gros producteurs et cette puissance économique ont travaillé ensemble. Aujourd'hui, ces descendants de colons, ce sont aussi eux qui vont être des distributeurs, même pour la grande distribution, les grandes surfaces, toute notre alimentation en fait, puisqu'on a une population qui se défie aujourd'hui de ce qui est planté dans son sol et de ce qui est produit dans son sol. Ben, c'est une population qui achète beaucoup, qui consomme beaucoup, et donc qui consomme dans les mains des personnes qui ont pollué la terre, majoritairement. On a, cette année, on a eu quand même une campagne publicitaire qui était honteuse pour nous expliquer qu'on avait la banane la plus vertueuse du monde et qu'on avait une banane bio. Il y a des millions qui sont donnés en recherche pour justement garantir le bio dans la banane, mais par contre, les recherches pour dépolluer et pour soigner la population, elles ne sont pas financées. Donc, on a vraiment ce deux poids, deux mesures. En France, je veux dire, quand on regarde ce qui s'est passé à Lubrizol il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça, le lendemain, on avait le Premier ministre sur place, tout le monde en parlait. Nous, en Martinique, ça fait plus de 30 ans qu'on dénonce cet empoisonnement et que nos demandes ne sont pas prises en compte et que la santé de la population est mise en danger et que la pérennisation même des générations futures n'est pas garantie. Tout ça pour assurer des gains financiers à une petite partie de la population et également la mainmise de l'État français sur des territoires qui sont pour lui un enjeu géopolitique. Et du coup, donc, tu l'as dit, donc, le chlordécone, c'est un produit très, très toxique qui va empoisonner la nature, mais également les corps. Et quels sont donc les impacts concrets sur la santé de la population? Alors, longtemps, on a entendu parler des cancers de la prostate. Je suis désolée, je ne suis pas très bonne en chiffres, donc je ne les retiens quasiment jamais. Là, j'ai dû noter toutes mes dates. Donc, je ne suis pas très bonne, mais en fait, on a des taux de cancer, donc cancer de la prostate pour les hommes qui sont très élevés. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les femmes ont longtemps été les grandes oubliées, puisqu'en fait, non seulement on a des occurrences d'endométriose qui sont très importantes, mais qui sont aussi plus graves pour des femmes plus jeunes. C'est-à-dire qu'on va avoir des femmes de 20-30 ans qui auront des stades 4 ou 5 d'endométriose. On a des cas d'infertilité, des fausses couches, des règles précoces, de la précocité hormonale, des femmes qui vont avoir des cancers
du sein, des ovaires, de l'utérus. Et puis, ça se voit particulièrement sur les ouvrières et ouvriers qui, eux, se font vraiment aujourd'hui. Les plus touchés sont en train de mourir en silence, puisque ces ouvriers et ces ouvrières décèdent de maladies ou sont déjà décédés pour beaucoup de ces maladies, de ces cancers. Et c'est inquiétant parce que, certes, eux étaient directement en contact, mais la réalité, c'est que toute la population a été mise en contact via l'alimentation, via l'eau, et même via des techniques d'épandage et de dissémination de ces produits phytosanitaires. Ok, et du coup, tu l'as un peu mentionné avant, mais peut-être j'aimerais bien que tu développes un peu. Qu'est-ce que l'infertilité en fait, des femmes, elle va impliquer? Il faut imaginer, on est une petite population en Martinique, on a moins de 300 000 habitants, on a une population en plus qui décroît, qui est vieillissante. C'est souvent un point d'alerte de notre côté, puisqu'en fait, on a vraiment une perte de notre jeunesse. Donc, dans les années 50, il y a eu la mise en place de ce qui s'appelle le BUMIDOM, qui est le Bureau des migrations des DOM, donc, où on envoyait des jeunes a priori chercher du travail, mais beaucoup se sont retrouvés à des postes pas très bien, comment dire, on leur vendait des choses et ils se sont retrouvés à faire en réalité bonne ou balayeur. Enfin, on leur proposait soi-disant de partir faire des études et ce n'était pas toujours le cas. Et puis en fait, on a en fait eu, excusez-moi, donc oui, je vous parlais du BUMIDOM, de ce départ des jeunes du pays, et puis un retour qui est assez difficile. On a une population qui est très vieillissante, donc on n'arrive pas forcément à avoir une régénération en fait des classes d'âge. On a moins de jeunes qui naissent en réalité, et puis on se rend compte aussi que ça a une implication sur les niveaux de QI, c'est-à-dire qu'on a des atteintes parfois qui sont cérébrales et des jeunes qui peuvent avoir des problèmes au niveau du développement mental. Donc, c'est une question aussi pour nous symbolique quelque part de notre population qui diminue et qui continue à diminuer. Sans pour autant pouvoir se renouveler normalement. Donc, on a beaucoup de personnes âgées et très peu de jeunes, et des jeunes qui sont de moins en moins bonne santé. Voilà. Et quelles sont les revendications des luttes martiniquaises pour guérir la population et réparer les dégâts? Déjà la dépollution des sols, mais il y a aussi un travail qui est nécessaire sur la répartition des terres, puisqu'aujourd'hui, ces terres sont monopolisées par une partie de la population, soit pour ces monocultures, mais aussi parfois pour des questions plutôt immobilières, pour faire de l'argent. Alors qu'en réalité, on a des agriculteurs, de jeunes agriculteurs qui seraient prêts à changer de modèle et qui n'ont pas accès à des terres non polluées. Ou même si elles étaient polluées, il y en a certains qui sont capables de développer des modèles de permaculture et qui ne peuvent pas en fait parce qu'ils n'ont pas accès aux terres. Donc, il y a une liste en réalité. Si vous voulez, vous pouvez consulter la liste qui a été mise en œuvre par Lianage pour des polythématiques. Ce sont les mêmes demandes qui sont faites depuis quelques années, avec aucun retour en réalité, aucune entente. Mais c'est prendre en compte gratuitement les tests de chlordéconémie. Alors apparemment,
c'est quelque chose qui serait peut-être en cours. On a eu une annonce la semaine dernière qui nous disait que toute la population aurait accès gratuitement aux tests. Jusque-là, il fallait payer quand même plus de 80 € pour pouvoir se faire tester. Les ouvriers agricoles ont commencé à y avoir accès gratuitement. Et puis là, on nous a fait une annonce en nous disant que toute la population, progressivement, pourrait le faire. Maintenant, une fois qu'on connaît son taux de chlordécone dans le sang, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est pour nous dire que c'est pas si grave ou est-ce que c'est pour nous dire, bon, ben, on voit comment on fait diminuer ce taux et comment on vous permet d'avoir une alimentation zéro chlordécone? Parce que ça aussi, l'alimentation, il y a des demandes qui sont faites pour qu'il n'y ait pas de taux minimum acceptable, en fait. Qu'on ait vraiment une nourriture zéro chlordécone, parce que ce chlordécone, en fait, il s'accumule dans notre corps et il se transmet aux enfants à la naissance, comme je vous disais. Donc, c'est un vrai souci parce que c'est une atteinte dès le départ de notre santé. Du coup, merci Céline pour toutes ces informations à propos du chlordécone. En fait, c'est dingue parce que c'est une lutte qu'on commence à peine à connaître en France parce qu'elle ne s'est pas forcément exportée parce que effectivement, c'était en Martinique et pas en Bretagne. Hein. Donc, jusque-là, on n'en avait plus entendu parler alors que c'est vieux. Et du coup, moi, je me demande en fait quelles sont les luttes sous-jacentes de cette lutte contre le chlordécone. Alors aujourd'hui, cette lutte contre le chlordécone, elle englobe plus globalement une lutte par rapport au système colonial. Parce que, comme je vous ai déjà parlé des béquets, donc de cette mainmise financière, mais également pour certains militants, il va y avoir aussi une dimension féministe, notamment des militantes. Il y a beaucoup de jeunes militantes aujourd'hui et qui viennent avec aussi des demandes relatives au féminisme, relatives aussi à relative également à la question en fait des genres, de la place des femmes dans la société. C'est plus globalement, je suis vraiment désolée, je crois que c'est un peu la fatigue. Globalement, c'est plus des questions liées au système colonial et à la fin du système colonial aux Antilles, qui sont finalement les dernières colonies de la France, avec la Réunion et la Guyane. J'avais une autre question et peut-être que Solène, tu pourras en dire quelques mots aussi. Beaucoup de luttes écoféministes emblématiques ont lieu dans des pays colonisés ou anciennement colonisés. Pourquoi, selon vous, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des raisons qui pourraient expliquer ces luttes? Déjà parce que la colonisation en elle-même, ça a été un déséquilibre immense pour ces territoires, avec des génocides des populations autochtones, natives, des destructions de l'environnement dès l'arrivée des Européens. Je veux dire, la Martinique, à la base, c'est une grande forêt, c'est une île-forêt. Quand les Européens sont arrivés, ils ont commencé à défricher pour pouvoir planter. Ils ont également complètement détruit les forêts de gaillac, de bois de gaillac, parce qu'en fait, ils l'utilisaient contre la syphilis en Europe. Donc, comme il y avait un développement de cette maladie, ils ont complètement défriché pour pouvoir amener ce dont ils avaient besoin, cette ressource dont ils avaient besoin, et ils se sont servis, ils ont produit, exploité et produit. Donc, dès le départ, cette rencontre, elle a été inégale. Et elle a eu des conséquences sur les environnements et sur les populations. Ensuite, on a eu l'esclavage, la mise en esclavage, la capture de personnes africaines, originaires de pays africains, qu'on a déportées pour les amener sur des territoires, pour les exploiter, et en créant des conditions de sous-humains, quand même. Ces personnes, on les a déshumanisées et on en a fait des outils de production. Et ça, aujourd'hui, on entend parler maintenant un peu plus du trauma racial, des traumas transgénérationnels, mais c'est une atteinte à l'estime de soi qui s'est perpétrée de génération en génération. L'esclavage n'est pas si loin que ça. L'abolition de l'esclavage
c'est 1848 en France. Donc, on est sur quelque chose qui n'est pas si vieux et qui a encore, je veux dire, alors ce ne sont pas mes grands-parents, mais ce sont mes arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents qui ont connu cette époque. On est sur une population aussi qui a été divisée par des questions de couleur. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on a fait des sous-humains de ces personnes africaines déportées, mises en esclavage, pour considérer qu'il y avait une norme qui était le colon blanc créole. Et il y avait toute une gamme de couleurs. Et ça, c'est la base de notre société raciste. Aujourd'hui, le racisme, il s'est développé parce qu'il y a eu cette mise en place de sous-catégories, de sous-humains pour pouvoir justifier leur exploitation. Et c'est encore à l'œuvre aujourd'hui, mais c'est à l'œuvre à la fois dans nos territoires, mais aussi en Europe, aussi aux États-Unis. Et c'est une grande violence, en fait, qui continue à se perpétuer et qu'on n'imagine pas, en fait, en tout cas la France, dans son idée de l'universalisme, nation des droits de l'homme, etc., croit être sortie de ce fonctionnement dominant, alors qu'en réalité, ça se poursuit en Afrique, ça se poursuit aux Antilles, parce qu'on a toujours ce système qui va privilégier la métropole et qui va faire que nous sommes des territoires exploités, que ce soit notre population ou notre environnement. Et aujourd'hui, avec la crise du Covid, par exemple, on se rend compte que le seul endroit où les Français pouvaient partir en vacances à un moment au plus fort moment de la crise, c'était quand même les Antilles, où on a des territoires avec des populations qui sont fragilisées, mais aussi des hôpitaux qui ne sont pas très vaillants. On nous a à un moment quand même demandé d'être enfermés chez nous parce qu'on a eu 2 confinements, le deuxième servant en réalité à préparer la venue de vacanciers. Donc, on a toujours cette sensation de servir, et ce n'est pas qu'une sensation, on est un espace exploité, on est un espace de loisirs et un espace de production pour la France. Mais les personnes, la population n'est pas prise en compte, les besoins de cette population, et puis notre santé, elle est mise en danger, alors qu'en fait, on est des êtres humains et on a aussi besoin de s'assurer que notre population est en sécurité et en pleine santé. Et moi, j'ai une dernière question, en fait. Pour la petite histoire, j'ai écouté l'autre jour une conférence avec Jeanne Burkhardt-Goutal, qui a écrit « Être écoféministe ». Et donc, pour son livre, elle est partie en Inde à la rencontre de l'ONG qui a été de Vandana Shiva, dont on parlait tout à l'heure, la militante écoféministe emblématique. Et elle parlait de sa déception, en fait, quand elle a été auprès de cette ONG, parce que, en fait, pour faire passer leurs revendications écologiques, l'ONG devait parfois mettre de côté, en fait, les revendications féministes auprès des paysans pour, en fait, ne pas les effrayer. Et donc, en partant de ce constat, est-ce qu'il est parfois nécessaire de mettre de côté le féminisme pour gagner des batailles écologiques? Et est-ce que, du coup, c'est là la limite de l'écoféminisme, selon vous? Alors moi, je vais répondre pour la Martinique, non. Non, très clairement, ce n'est pas une possibilité aujourd'hui pour nous. Moi, les militantes que j'ai pu rencontrer ou même celles que je côtoie, on est féministe et je pense que c'est cette notion aussi de décolonisation qui fait que pour nous, c'est un changement de société qui est appelé. Et ce changement de société, c'est à la fois arrêter la domination sur la terre, mais aussi sur tout ce qui est considéré comme plus faible. Et donc, que ce soit les animaux, les femmes, les enfants, donc tout ce qui est violence dans la société, violence faite aux femmes, violence faite aux plus jeunes, les questions d'inceste, le traitement. Alors peut-être qu'en Martinique, on pêche un peu plus sur l'antispécisme. C'est peut-être quelque chose qui viendra dans un peu plus longtemps. Mais par contre, la question de la place des femmes et de la sécurité des femmes,
elle est centrale aujourd'hui, et aussi parce qu'on a eu, dès les années 50, on a eu des militantes féministes très puissantes, en fait. On a eu des Paulette Nardal, on a eu des Suzanne Roussy-Césaire, on a eu des femmes qui ont été présentes à côté de militants comme Aimé Césaire ou d'autres personnes qui nous ont parlé, en fait, qui ont su parler déjà sur la place mondiale. Je veux dire, les femmes étaient déjà présentes. Donc, la question des droits des femmes, de la sécurité des femmes et de leur présence dans la société, c'est central en Martinique. Mais aussi parce que je pense qu'aux Antilles, on est sur une société qui est matrifocale. On a beaucoup hérité, en fait, des sociétés africaines à ce niveau-là, parfois avec les mauvais côtés, où la femme porte beaucoup, mais avec aussi cette idée que la femme est le centre de la société. Donc là, c'est aussi une volonté de rééquilibrer la chose en étant non pas un centre juste pour pouvoir tout porter, mais un centre aussi parce que capable de décider et donc à protéger et à soutenir. Je pourrais rajouter aussi quelque chose. Il y a une phrase notamment qu'on répète assez souvent pour expliquer facilement les enjeux de l'écoféminisme et qui dit « Qui voudrait la part égale d'un gâteau cancérigène ?» Et cette phrase-là, elle montre que, en fait, ça ne sert pas à grand-chose de se battre pour sauver la planète si c'est pour, encore une fois, mettre de côté la moitié de la population mondiale et vice-versa. À quoi bon se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes si c'est pour se rendre compte qu'au final, ni l'un ni l'autre ne peut vivre sur cette planète. Et en fait, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera pas. Ça ne fait que repousser le problème. Et surtout qu'il y a des ONG qui l'ont fait, qui montrent que c'est possible de le faire. C'est juste que ça nécessite effectivement des ressources, un petit peu plus. Ça nécessite du temps aussi. CARE, en fait, dont je vous parlais tout à l'heure, l'a remarqué. En fait, c'est un des premiers problèmes qu'elles ont pointé parce que parmi les initiatives qu'elles ont mis en place, ça a été dans certains pays de former des femmes à la culture de céréales, d'oignons, enfin de plein de choses. Donc, il y a eu tout ce processus d'éducation des femmes pour vraiment monter en compétence sur les domaines de l'agriculture. Et en fait, quand les systèmes ont commencé à être un peu rodés, que ces femmes-là ont commencé à vendre leur récolte, à pouvoir avoir des revenus grâce à ça, elles se sont rendues compte qu'il y a eu une montée drastique des violences faites aux femmes dans ces villages-là, auprès de ces productrices-là, notamment parce que les hommes ne comprenaient pas que les femmes pouvaient gagner de l'argent, gagner parfois plus qu'eux, et n'admettaient pas. D'un point de vue culturel, pour eux, ce n'était pas possible. Du coup, ce qu'a fait CARE, c'est tout simplement l'équipe n'a pas abandonné. Ils ont mis en place des formations de sensibilisation pour les hommes avec les femmes, où ils ont mobilisé en fait tous les villages en faisant des réunions pour expliquer tout simplement pourquoi c'était positif que les femmes puissent gagner un peu d'argent, pourquoi sur le long terme c'était un vrai enjeu et un vrai avantage, que du coup, les enfants avaient les moyens de pouvoir partir à l'école, de pouvoir faire des études et sur le plus long terme même, subvenir aux besoins des parents une fois que les enfants auraient potentiellement trouvé un métier. Et au fil du temps, les choses se sont effectivement arrangées parce que les choses se mettant en place, les hommes ont pu constater par eux-mêmes que oui, en fait, c'est bénéfique pour toute la famille si la femme peut travailler et partager cette charge mentale de l'homme qui était d'avoir le poids financier de la famille. Donc, en fait, c'est possible de le faire, il faut juste que ce soit une vraie décision et que les choses se mettent en place. Une autre chose aussi à prendre en compte, c'est que l'écoféminisme, c'est un mouvement qui est en train de se construire, dans lequel il y a encore énormément de choses à faire.
Et en fait, il y a les solutions se trouvent vraiment d'un point de vue local, et toutes les mises en place de mesures sont complètement différentes en fonction du territoire où on est, qu'on se situe en Asie, en Afrique, en Occident. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont différentes, et les solutions doivent être mises en place en fonction des particularités des territoires, et surtout de la richesse comment dire ça, en fait, il y a tout à construire, donc les solutions sont en train de se mettre en place, et elles sont en train toutes d'arriver de façon complètement différente à chaque fois, et c'est ça qui est d'intéressant, quoi. C'est que les initiatives sont en train de sortir de terre, et il faut juste réfléchir, se mettre autour de la table et se demander, en fait, à chaque fois, sur chaque situation, peu importe d'où on vient, comment on peut faire pour traiter ce problème avec un angle écoféministe. Se forcer, en fait, à combiner les luttes, parce qu'on ira plus loin, et puis de façon beaucoup plus durable, et surtout beaucoup plus vite aussi, pour faire face à tous les enjeux qui sont en train d'arriver et qui nous tombent déjà dessus. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'en liant vos deux discours, on a pu un peu cerner que on ne peut pas espérer un environnement moins hostile. Non, on ne peut pas espérer, pardon, une égalité des hommes et des femmes dans un environnement hostile. Et qu'en fait, il faut lutter pour l'écologie, mais avec les particularités de chaque territoire. Et c'est là où, Céline, tout ce dont tu nous as appris, ça fait réfléchir sur tout qu'est-ce que font les populations, par exemple, des territoires qui ont été traumatisés par un passé colonial. Et ça permet à mon sens, de réfléchir, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, un écoféminisme intersectionnel, c'est-à-dire que ça regrouperait tout le monde, ça regrouperait toutes les luttes, une forme de convergence des luttes en une seule, qui serait de lutter donc pour l'écologie, aussi l'égalité des genres, de tous et toutes, et de lutter contre le colonialisme qui en fait est encore très présent encore aujourd'hui. Donc on touche à la fin de la table ronde. Je vous remercie encore beaucoup. Pour finir, je vous propose qu'on ouvre un peu sur des références qui peuvent nous marquer en lien avec ce qu'on a pu dire. J'ai notamment, moi, été pas mal marquée cette année par une rappeuse martiniquaise du nom de Meryl, qui dans son album Jour avant caviar a pu un peu me donner déjà un aperçu du contexte socio-économique de la Martinique, qui est tout autre qu'en France hexagonale. Je peux prendre la suite si vous voulez. J'ai toute une petite bibliographie. Ça ne va pas être long, je vous promets. Pour les personnes qui voudraient creuser un peu la question de l'écoféminisme, je vous conseille, ça va être... Ah si, non, c'est bon, c'est dans le bon sens. Sœurs en écologie de Pascal Derme. C'est un livre qui est assez court, qui se lit hyper facilement et qui pose vraiment les bases du pourquoi lier écologie et féminisme, avec plein de portraits de femmes inspirantes à la fin aussi. Pour creuser cette question aussi sur les territoires, un petit livre que je suis en train de lire en ce moment, L'écoféminisme dans la géopolitique, femmes et développement durable. C'est une autrice sénégalaise qui parle de à quoi ça ressemble l'écoféminisme dans son pays et au travers de sa culture, et je trouve ça vraiment chouette. Et puis pour celles et ceux qui voudraient passer à l'action aussi,
Je vous conseille celui-ci qui n'est pas spécialement sur l'écoféminisme, mais qui permet de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire une fois qu'on a compris ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire. Changer le monde, manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir de Sarah Durieux, et qui est Sarah Durieux, c'est la directrice de change.org, qui est une des plus grosses plateformes de pétition en ligne notamment, et donc de mobilisation citoyenne. Et puis, hop, dernier. Bien sûr, on vous en parlait tout à l'heure, après la pluie horizon écoféministe, en fait, c'est vraiment un livre qui parle de toutes les thématiques écoféministes qu'il peut y avoir en France aujourd'hui, au travers de plein de portraits différents, dont Céline Baltide, et qui rassemble vraiment plein de gens hyper chouettes, avec à la fois des artistes, des universitaires, des auto-entrepreneurs, voilà, avec plein de gens sur le territoire. Donc, je vous le conseille si vous voulez aussi creuser cette question-là. Alors, de mon côté, j'ai 2 livres. Une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand, qui est à lire absolument. Et puis, il y a aussi cette BD de Jessica Oublié, Tropique Toxique, qui est une enquête très, très bien menée sur le chlordécone. Et puis, je pense aussi à un documentaire qui devrait sortir d'ici quelques mois, qui a été réalisé par Jérémy Bouquin, Canel Fourdrinier et Annabelle, dont je ne connais pas le nom de famille malheureusement, qui sont venus tourner en Martinique. Canel Fourdrinier est notamment la porte-parole du collectif des ouvriers agricoles en Martinique. Et donc, elle travaille avec eux pour la reconnaissance, justement, de leurs demandes et la prise en compte de leurs demandes, et notamment tout ce qui est lié aux soins, au fait que leurs maladies qui découlent du chlordécone soient considérées comme des maladies professionnelles, etc. Donc, ils font un travail formidable. Voilà pour moi. Merci pour ces références. Par rapport, il y a une question sur Facebook en demandant si on pouvait écrire dans les commentaires tout le livre que vous recommandez. Donc oui, on va vous les donner juste après. Et juste, il y a aussi quelques questions en fait, qui sont remontées pendant la table ronde et qui me semblent quand même importantes. Donc si rapidement, on peut les aborder. Donc, il y a notamment une question de Zoé, que justement, moi, je me demandais aussi. Elle dit « Si je suis écologiste et féministe, suis-je forcément écoféministe ?» Après, il n'y a aucune injonction. C'est surtout, est-ce que Zoé a envie de porter ces valeurs-là au-delà de juste l'écologie et le féminisme? Parce qu'avec l'écoféminisme, on vise quand même à repenser la société dans sa globalité, et ça nécessite une déconstruction vraiment énorme, et c'est tout simplement un choix personnel. On est obligé de rien du tout si ça lui va complètement de réfléchir d'abord une thématique d'un côté, d'abord une thématique de l'autre, pourquoi pas? Peut-être aussi que c'est un chemin de déconstruction qui arrivera par la suite. Après, justement, l'idée, c'est de sortir des étiquettes. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a aucune obligation, et l'idée, c'est pas justement de mettre les gens dans des cases. Donc, voilà. Il n'y a pas vraiment de réponse, en fait. Ok, merci. Il y a une autre question. Donc, cette fois, je pense qu'elle est plutôt pour Céline. Il y a Marion qui demande quelles sont les grandes références, voix de l'écoféminisme décolonial. Ça lui semble important parce qu'en local, c'est difficile d'avoir des interlocutrices sur ces questions.
Alors, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui s'appellerait comme ça, écoféminisme décolonial. On a des associations écologiques comme la Sopamar, on a des associations féministes comme Culture Égalité. Culture Égalité va porter des questions relatives au chlordécone. La Sopamar va être plus générale dans son travail parce que ça va aussi être parfois des questions relatives aux terres, à l'acquisition de terres et notamment aux acquisitions frauduleuses de terres, en plus des questions de pollution. Et puis, il y a tout ce qui est collectif, donc zéro chlordécone, zéro poison, lionnage pour des polythématiques, où ça va être plutôt de l'environnement. Maintenant, la question féministe, je pense qu'elle est surtout portée individuellement par les militantes, et donc qu'elles le mettent elles-mêmes au devant de la scène. Après, peut-être qu'on peut envisager à un moment de créer un collectif, je ne sais pas. J'avoue que pour l'instant, je ne crois pas que ça existe et j'ai plutôt cette sensation qu'on le porte juste entre nous et en nous, à voir s'il y a besoin de plus. Si je peux peut-être rajouter une petite chose, effectivement, je le disais tout à l'heure, l'écoféminisme, c'est un mouvement qui est en train de se développer, qui est vraiment en train de sortir de terre. Je ne peux que inviter toutes les personnes qui seraient intéressées à aller creuser ces questions-là sur plein de sujets différents, dont le spécisme, voilà, ou sur des questions vraiment de territoire. Il y a vraiment plein de choses à faire et c'est un mouvement qui, je pense, va prendre de plus en plus de place ces prochains mois, ces prochaines années, de par l'aggravation des crises écologiques qui sont arrivées, mais aussi de par les actualités politiques qui vont arriver, notamment en France. C'est des questions qui sont en train de se faire approprier par des partis politiques. Donc, en fait, les initiatives, je pense, vont vraiment sortir dans tous les coins et autant prendre part à ce mouvement-là pour être sûr qu'il a une richesse qui lui soit propre et qui soit peut-être exemplaire par rapport à d'autres, parce que c'est vraiment un mouvement qui vise à faire converger les luttes. Donc, il y a tout à faire, tout à construire, et autant se mettre ensemble et puis faire des choses tous ensemble. Voilà. L'idée, c'est pas qu'il y ait un monopole écoféministe qui se crée quelque part. On ne peut que solliciter tout plein de petites initiatives qui puissent se créer un peu partout sur plein de sujets. Ok, merci. Et donc, on va prendre une dernière question parce qu'il se fait déjà tard. Donc là, c'est une question de Caroline qui dit que quand on parle d'écoféminisme, on pense à une lutte contre toutes les formes de domination, à la fois sur la planète et sur les femmes. En parlant de ça, on se dit que patriarcat, qui veut dominer les femmes, et capitalisme, qui veut dominer la planète, sont liés. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots ? Pour moi, oui, tout ça est lié, puisqu'en réalité, ce qui a donné naissance à tout ça, c'est la colonisation. C'est que le capitalisme est né de la colonisation. Et c'est au même moment que s'est développée cette mainmise des politiques et des religions. Je veux dire, les grands royaumes européens se sont développés grâce à ça. Donc oui, si on s'attaque au système global et au système de domination coloniale, en fait, on atteint aussi le système de domination masculine, le système de domination blanche. Donc on change de société, on change de monde.
Si on remonte aussi un petit peu plus loin même dans l'histoire, dans cette fameuse branche matérialiste dont je parlais de l'écoféminisme, on estime que la naissance première de tous les maux de la société et donc de cette fameuse oppression patriarcale, ce serait au moment où on a décidé de privatiser les terres. C'est ce qu'on appelle le mouvement des enclosures qui a commencé justement en Angleterre. Et en fait, le problème de ce mouvement-là, c'est que tout ce qui était censé être du bien commun, la terre, on s'est mis à diviser tout ça en petites parcelles pour en créer des biens privés et répartir ça tout simplement à des personnes. Là où il y a un double problème, c'est qu'on se met à utiliser la terre, à l'exploiter, et plus c'est de là où, en fait, où naît un peu l'anthropocentrisme, quoi. C'est qu'on place l'homme en tant que tout-puissant qui peut exploiter la terre comme un bien, comme quelque chose qui nous appartient, alors qu'en fait, non, nous sommes sur la terre et ça ne devrait pas nous appartenir en tant qu'individu. Donc, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'au travers de ce mouvement des enclosures, quand on a réparti les terrains, évidemment, c'est le moment où on a décidé que les femmes n'avaient pas le droit à la propriété foncière. Donc, les femmes n'ont pas eu le droit à cette fameuse répartition des terres. Donc, le fait de diviser la terre, ça a été le début du capitalisme, le début du moment où on s'est dit on va exploiter les sols et puis on va faire un rendement maximum, et le moment où on a écarté les femmes de toutes les décisions liées aussi à la terre. Donc effectivement, le capitalisme est vraiment au cœur du mouvement écoféminisme. Et tout à l'heure, quand je prenais l'exemple de la pyramide, c'est pas pour rien que j'ai mentionné le patron tout-puissant. C'est vraiment cette idée du cœur du capitalisme dont on est un peu victime en ce moment et qu'il serait temps de dépasser comme modèle. Merci beaucoup. On ressort de cette entrevue un peu plus éduquée, ressourcée et plein d'énergie pour faire des choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir reçus. Watch. Pas besoin de camp pour que la musique te touche. Juste en attendant que l'on se retrouve tous. Un qui tente la parole de l'autre nous parle sans image.